Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous être inscrits à la visioconférence de Liliana qui va nous parler ce soir de l'hypnose de l'acceptation. Voilà, alors un concept très cher à Alain Vallée qui a beaucoup écrit là-dessus. Et Liliana et Catherine, d'ailleurs, ont rédigé un petit article aussi qui va bientôt paraître dans la revue Hypnose et thérapie brève. Voilà, donc je vous invite voilà, à découvrir ce concept si vous ne connaissez pas déjà. Voilà, Liliana, à toi. Merci, merci Virginie. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, comme d'habitude, faire une conférence, même en visio, ce n'est pas anodin, donc ça m'a un peu travaillé le corps et l'émotion sont arrivées, évidemment. Alors, je vais vous parler du livre d'Alain Vallée. Et je vous l'avais peut-être lu. Le titre, c'est L'hypnose de l'acceptation, Alain Vallée. C'est un livre de référence parce que il y a un concept qui, euh, qui est très précieux dans mon travail et à mon cœur dans ce livre-là. Donc, je l'ai un peu comme un livre de chevet. Donc, je vais vous parler de concepts traités dans le livre par Alain Vallée. Et si nous avons un peu de temps à la fin, je vous ai préparé une surprise. Je vous ai préparé une surprise qui consiste à vous confier une auto-hypnose d'acceptation. Quelque chose que j'ai glané entre l'hypnose et la méditation. Euh, voilà. Donc, comme vous le savez, alors, dois-je me présenter? J'imagine que tout le monde qui est inscrit a déjà fait la REPTA, mais je me présente quand même. Je suis médecin généraliste de formation et j'ai été formée à l'hypnose et aux thérapies brèves, d'abord à l'AREPTA, ensuite à l'Institut français d'hypnose. Et donc, je suis également enseignante en hypnose dans plusieurs endroits. Alors, docteur Alain Vallée nous a quittés en novembre 2023, quelques mois seulement après avoir mis le point final à un ouvrage très précieux pour nous et pour tous ses élèves et collaborateurs. Alors, l'hypnose de l'acceptation en sous-titre, laisser s'écouler la sensation de l'émotion. J'exerce depuis 2010 dans une consultation de psychosomatique à l'hôpital privé du Confluent à Nantes. La consultation de psychosomatique donne priorité au corps. C'est le corps qui a choisi d'exprimer ce qui ne va pas dans la psyché, dans la relation à soi, à l'autre et au monde. Plus précisément, le psychosomatique met en scène des blocages dans la relation corps-psyché, c'est-à-dire un état de dissociation protectrice face au problème. Docteur Alain Vallée les nomme troubles somatoformes, repérables dans trois composantes. Première, corporelle et respiratoire, des anesthésies synesthésiques, le souffle coupé, des contractures musculaires. Ensuite, une composante comportementale et relationnelle, avec comme exemple troubles du caractère, impulsivité, toute forme d'anxiété, troubles de l'attention. Et puis, une composante mentale qui se manifeste par des ruminations, idées obsédantes, mentisme, etc. Le symptôme qui émerge, comme par exemple la douleur chronique, le syndrome d'intestin irritable, les maladies de peau, les acouphènes sans cause organique, des addictions, etc., témoignent d'une isolation par dissociation d'une partie du corps qui fonctionne en circuit fermé. Cette dissociation est donc amplifiée par l'attitude de rejet naturellement déclenchée par cet inconfort.
Nous nous retrouvons avec un corps qui a besoin d'être réanimé, de sortir de l'anesthésie émotionnelle et de retrouver des sensations du vivant. L'hypnose de l'acceptation permet dans un premier temps de faire circuler l'émotion à travers le corps et créer ainsi le lien perdu, corps-psyché. Les pensées, les représentations se traduisent par des émotions que le corps vit à travers des sensations synesthésiques, souvent situées entre la gorge et le pelvis. Tout le monde sait que l'émotion, on peut se dire par j'ai la gorge qui se serre, un poids dans la poitrine, je ne peux pas respirer, j'ai un nœud dans le ventre, etc. Dans son ouvrage, Alain Vallée présente sa conception de l'émotion et il fait la distinction émotion-sentiment. Le plus souvent, dit-il, l'incapacité d'action de nos patients est interprétée comme une émotion bloquée qui ne permet pas le retour à l'équilibre. Ces émotions qui nous submergent servent à recruter un certain nombre de ressources, principalement instinctuelles à visée sauvegarde du groupe. Dans nos cultures occidentales, cette sauvegarde est déjà organisée par différentes fonctions sociales, si bien que l'émotion a perdu énormément d'utilité dans sa finalité adaptative, la finalité d'agir. Cela amène à ce que les comportements suscités par les émotions soient inhibés et ne subsistent que sous la forme des résidus corporels générant des sensations synesthésiques désagréables dont la persistance va engendrer de nombreux troubles. C'est ainsi que nous apprenons à nommer l'émotion, un ensemble composé de la tendance et de son inhibition. Par exemple, la colère et la sensation de tension bloquée. Le sentiment, lui, est une perception globale, corporelle et mentale. C'est une émotion dont la partie motrice instinctive est détournée vers des actions organisées et contrôlées par une conscience d'agentivité, c'est-à-dire la perception de soi comme acteur du monde, être agent. Ce que nos patients amènent dans la consultation sont ces sensations corporelles désagréables liées à des concepts. Par exemple, une sensation de nœud liée au concept d'angoisse, qui peut être la source d'une disqualification sociale d'ailleurs. Voilà, je ferme les guillemets de la citation du livre. Donc, nous sommes loin d'épuiser le concept d'émotion, hein, à mon avis. Notre intérêt est de pouvoir transformer les conséquences de ces actions inhibées que nous nommons émotions en sentiments, avec la posture d'acteur, donc d'agissant. Devenir l'acteur de sa vie et de sa résilience. Alain nous propose l'hypnose d'acceptation pour accéder aux sensations des émotions et accompagner le patient à laisser s'écouler la sensation de l'émotion dans le corps et ainsi permettre un jeu homéostasique. Le jeu se fait de manière automatique car il est inscrit dans l'homéostasie. Alors, je me souviens encore de la grande révélation ressentie il y a bien des années maintenant, lors de cet atelier avec Alain, quand j'ai appris cet outil. Je me souviens du lieu, c'était dans la ligue de football, de la pièce, une petite salle, des personnes présentes, des cas cliniques en démonstration. Il faut croire que j'étais en hypnose. Et cela m'a paru tellement simple et tellement évident. Depuis, cet outil riche qui puise ses ressources dans la médecine indienne et les thérapies brèves
en laissant la place centrale à l'hypnose, accompagne mon quotidien de thérapeute. Le corps de mes patients m'intéresse tout autant qu'il m'intéressait quand j'exerçais en médecine générale. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est le guide de la thérapie. L'utilisation du protocole, si on peut le nommer ainsi, de l'hypnose d'acceptation, plutôt de la posture de l'hypnose d'acceptation, m'a permis à chaque fois de faire des bonds en avant, de faire disparaître des nœuds installés dans la progression de la thérapie. Sous des apparences de simplicité, le processus est minutieusement préparé. Peu importe la demande exprimée par le patient lors de leur arrivée dans la consultation, un recadrage s'impose. Recadrage de la séance par une qualité particulière de la relation qui devient ainsi la ressource principale pour permettre cette focalisation-absorption hypnotique. Donc la ressource principale, c'est la relation. L'alliance. L'alliance devient un travail de bijoutier par la ratification de la plainte et la création de la nécessité du changement. Donc, une mise en tension, passion, problème est parfois nécessaire afin de faire émerger une sensation corporelle de type synesthésique suffisamment intense et résonante pour submerger l'anesthésie protectrice et créer ainsi la nécessité de la traverser ensemble en acteurs d'observation du changement. En fin de compte, c'est ça, devenir l'acteur de l'observation du changement. Le problème devient tout simplement cette sensation synesthésique. Alain Vallée indique le chemin ainsi. Ce n'est pas tant de votre problème que vous souffrez, mais de cette sensation corporelle. Si celle-ci disparaît, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous feriez beaucoup mieux face à ce problème. L'expression de ces sensations, je ferme les guillemets, l'expression de ces sensations dans le corps et leur acceptation permettant la réassociation corps-psyché et ainsi la mobilisation des ressources qui n'ont pas pu se mobiliser face à ce déni. Le corps n'a pas été informé. La réaction de rejet crée cette situation. Le corps n'est pas informé ou mal informé pour que les ressources inconscientes se mobilisent. Dans le volet psychothérapie de la médecine ayurvédique, rencontré lors... Ah, ça c'est un passage, un témoignage de mon dernier voyage en Inde. Et j'étais en présence des thérapeutes en médecine ayurvédique et en psychothérapie indienne. Donc j'ai rencontré les psychothérapeutes et la pierre angulaire de la prise en charge est aussi là-bas l'accueil des sensations, des émotions. Ce n'est pas surprenant car Alain s'est inspiré des travaux des Vashmi Prajnanpad. Et donc, entrer dans cette posture d'acceptation de ce qui est là, présent dans le corps, en présence de certaines ressources corporelles ou énergétiques. Par exemple, l'énergie des lieux, des temples, de la nature en pleine forêt, des mouvements des yeux pour balayer l'espace, des sons, etc. Donc, des ressources corporelles pour accueillir les sensations de l'émotion qui sont présentes là, à l'instant T. Je me permets même de faire une citation de Bouddha, parce qu'il n'est pas loin dans la médecine ayurvéda, qui dit, si la douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Et
La sensation synesthésique qui émerge de la représentation corporelle de la souffrance est facultative. Bon, maintenant voyons comment ça se déroule, cette posture ou une consultation d'hypnose d'acceptation. Et on va prendre quelques chapitres de l'ouvrage. Et le questionnement est extrêmement précis. C'est pour ça que je vous parlais d'un travail de bijoutier. D'abord, la description. Alain Vallet dit, qu'est-ce qui vous amène maintenant? Pour vous, c'est quoi ça? Si quelqu'un d'autre qui vous am- Si c'est quelqu'un d'autre qui vous amène, que souhaite cette personne? Et que prenez-vous dans cette situation? Je reprends parce que je me suis mal exprimée. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous amène, que souhaite cette personne? Et que prenez-vous dans ce qu'elle souhaite? Qu'essayez-vous de faire pour régler ou surmonter le problème? Est-ce que ça marche? Donc, il y a la description du problème et tout ce genre de questionnements qui sont aussi inspirés de la thérapie solutionniste. Et ensuite, une fois que le problème est décrit, il y a l'alliance, ce qui est extrêmement important parce qu'une des bases de la consultation, c'est la relation. L'alliance, c'est l'ouverture de la pièce de théâtre qui va se jouer. La mise en place de la tonalité émotionnelle de collaboration en confiance et d'échapper à la fascination de la plainte. Par exemple, vous venez avec ça, avec cette sensation, ce sentiment, cette situation. J'imagine que ça doit être terrible de vivre ça. Moi-même, si j'étais à votre place, ce serait difficile. J'aurais des énormes difficultés à faire face. Et je ne crois pas vraiment que je ferais mieux que vous en pareille circonstance. Sortir de la position haute du thérapeute, amener de l'humanité, de l'humilité, faire des petits pas et faire confiance à la vie. Comment construire l'objectif de la séance? C'est-à-dire orienter vers les sensations dans le corps en lien avec l'émotion récente, alors que la plainte peut se situer ailleurs. Si à la question, quand vous évoquez ce que vous m'apportez ici, donc la plainte, ça se passe où dans le corps? Une réponse vient. Alors il suffit d'évaluer sur une échelle d'intensité de la sensation et de travailler dessus. Hein, c'est-à-dire que la personne, elle peut être reliée aux sensations corporelles. La dissociation n'est pas complète. Si le patient n'a pas accès à ces sensations corporelles, alors créer la tension par la flèche du pire et ainsi créer la nécessité du changement. Et voici quelques exemples de flèches du pire. Imaginez que votre problème se poursuit et se renforce à chaque fois que vous faites ça ou ça ou ça. Qu'allez-vous devenir? Et si cela se poursuit, quelle est la pire chose qui peut vous arriver? Ou quand vous voyez cette personne, que vous allez devenir en laissant les choses évoluer ainsi. Cette loque enfermée seule chez elle, une poubelle de la société, là, dans ma main, comme sur un écran. Qu'est-ce que ça fait maintenant à l'intérieur? Et sur une échelle de 1 à 10, l'intensité de cette sensation, elle est à combien maintenant? Une fois qu'on a accès à la sensation corporelle et d'une intensité suffisamment importante, c'est le moment de créer le mandat de travail sur cette sensation. Et Alain dit, est-ce que je peux comprendre que si cette sensation-là dans le corps disparaissait,
Ce sera, dans un premier temps, un grand pas pour vous, sans oublier ce qui vous amène, bien sûr. Est-ce que le problème serait le même il n'y avait pas cette sensation? Donc, l'objectif de la science est maintenant cette sensation désagréable contre laquelle nous avons tendance spontanément à lutter. Invitez alors à porter son attention dessus, en inhibant toute tendance à vouloir la chasser, la diminuer, la transformer, même au niveau idéique. C'est une position d'observateur, de témoin, se mettre à côté de soi et observer ce qui se passe avec bienveillance et neutralité, donc sans aucun pouvoir d'intervenir. De laisser vivre cette sensation comme si elle avait sa propre autonomie. Au passage, cette posture renforce l'hypnose, car cela suscite la participation de l'imaginaire et non pas de la réflexion. Quelle sensation maintenant à l'intérieur, sans verbe, pour rester dans l'absorption et supprimer toute velléité inconsciente d'y intervenir. C'est la description d'un état intérieur. Quelle sensation maintenant à l'intérieur? Chaque mot est bien choisi. Et devant la réponse du patient, très bien, restez avec ça. Une fois le calme installé, on propose après d'injecter la ressource dans le passé et dans l'avenir. Donc, en accompagnant avec ce questionnement pas après pas, le calme s'installe. Et le moment d'injecter la ressource, c'est une sacrée opportunité. C'est une opportunité de changer tout un registre d'émotions dans des expériences vécues dans le passé qui sont en lien avec cette émotion traversée maintenant. C'est un travail de réparation de longue haleine. Utiliser la ressource qui est devenir l'acteur inconscient du calme intérieur pour revisiter le passé et visiter l'avenir. Par exemple, pendant que votre attention reste en contact avec cette sensation d'équilibre, pourriez-vous faire venir le film de chaque moment difficile dans le passé, qu'il est en lien avec le problème ou non? Et si une agitation arrive, contentez-vous de l'observer respectueusement. Ça, vous le savez maintenant faire. De laisser vivre cette sensation. Et puis, pour l'avenir, laissez venir maintenant. Donc, on déroule tout le film du passé jusqu'au moment aujourd'hui. Et ensuite, laissez venir maintenant la remémoration de chaque crainte que vous vous êtes faite par rapport à tout ce qui pourrait se produire dans votre futur, en lien avec le problème ou pas, mais aussi peut-être avec la maladie, la perte, le malheur ou ce qui peut rencontrer un être humain. Et j'ai glané dans l'ouvrage quelques cas cliniques pour faciliter la compréhension de cette approche théorique. Et voilà, un premier patient. C'est un patient qui est spécialisé dans la plainte, dans plusieurs domaines de sa vie, entraînant une réaction de rejet familial et professionnel, un enfermement relationnel et de l'anxiété.
C'est sa femme qui l'amène en consultation. Voici le déroulement de cet entretien. Euh, Le thérapeute, qu'est-ce qui vous amène maintenant? Je ne sais pas trop. Mon épouse vous le dira probablement mieux. Est-ce qu'elle dirait que ça suffit, qu'elle en a assez? C'est cela. Elle en a assez, que je ne trouve rien de bien, que je me plaigne trop souvent aussi. Est-ce que vous pensez qu'elle en a aussi assez de vous, qu'elle va finir par vous quitter? C'est vrai qu'elle en parle. Si elle vous quitte, comment allez-vous réagir? Je ne sais pas trop. Ça serait très dur. Et avec les autres, ça se passe comment? Pas tellement bien. C'est elle qui a les amis. Peut-être au travail, c'est mieux. J'ai un collègue avec lequel je m'entends bien, mais c'est difficile au travail. Je n'y trouve aucun sens et en plus, je ne peux même plus prendre la parole devant l'équipe. Je m'enferme dans mon bureau. Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire si vous continuez comme ça? Je vais perdre mon travail. À votre avis, si vous perdez votre travail, est-ce que vous perdrez l'épouse encore plus sûrement? Oui, je pense sans arrêt à ça, mais je ne sais pas quoi faire. Tout de suite, maintenant, quand vous pensez à ça vous fait quoi à l'intérieur? Ça serre dans la poitrine. Montrez où c'est avec la main. Il pose sa main en zone médiothoracique. Dites-moi, si je comprends bien, ce n'est pas la première fois que cette sensation est présente. En effet, elle est là dès le matin. Dites-moi, si avec mes petits savoir-faire, je pouvais vous aider à faire que cette sensation s'écoule, est-ce que la vie deviendrait plus difficile ou plus facile? Enfin, plus facile, ça changerait tout. Si je comprends bien, il y a cette sensation qui vous paralyse, qui vous empêche d'être présent, qui vous empêche de vous concentrer, qui vous fatigue et dont vous ne réussissez pas à vous débarrasser. En plus, elle vous oblige à ruminer toutes vos peurs. Est-ce que je me trompe? Ou bien il y a des éléments que vous aimeriez ajouter? C'est exactement ça. Est-ce que c'est d'accord que dans un premier temps, nous travaillons à laisser cette sensation s'écouler? Oui. Alors, et Alain Vallée commente, qu'est-ce que j'ai fait avec cet homme? Dans la première partie, je me suis contentée de décrire le roman de sa vie. Quand je le rencontre, je n'ai que l'information de la présence de cette femme qui lui fait signe, sa femme dans la salle d'attente, qui lui fait signe de me suivre, si bien que je mets tout de suite l'accent sur la situation relationnelle actuelle et la tension que j'ai observée. Malgré tout, j'obtiens des réponses qui marquent plutôt une coopération restreinte. Même l'éventualité d'une solitude dans le couple ne le dynamise pas. Ce n'est que lorsque j'évoque le travail et surtout ce qui se produirait si celui-ci venait à faire défaut, qu'il est enfin sincèrement concerné par la science et que les informations sensorielles apparaissent. Et voilà un deuxième cas, le cas d'une phobie d'araignée que j'ai choisi parmi tous ces cas qu'Alain présente, qui me semble aussi très évocateur de la manière de procéder. Alain dit, imaginez ici et maintenant la pire araignée que vous puissiez imaginer.
Qu'est-ce que ça fait maintenant à l'intérieur? Ah, je me sens oppressée, j'ai le cœur qui bat. Effectivement, ça c'est le commentaire d'Alain, de nombreuses phobies n'amènent aucune réaction corporelle lorsqu'elles sont évoquées. Mais pour certaines personnes, la sensation n'est pas loin. Donc ça vaut la peine de les tenter, cette question. Pouviez-vous poser votre main là où ça dérange le plus? Elle pose la main au niveau du cœur. Ok, parfait. Pouvez-vous accepter l'idée de laisser vivre ces sensations sans essayer de les changer et très simplement de vous contenter de les observer? Un peu comme lorsque vous êtes en voyage dans un temple ou une église et que vous observez les fidèles sans les déranger, respectueusement. Contentez-vous d'observer respectueusement ces sensations. Est-ce que c'est OK? Oui. Allez-y alors. Laissez vivre, observez respectueusement. Au bout d'une minute, quelle sensation maintenant à l'intérieur? Ça augmente. Très bien. Observez ça respectueusement. Environ toutes les minutes. Quelle sensation maintenant à l'intérieur? Ça s'apaise. C'est plus haut aussi. OK, très bien. Restez avec ça. Si au début c'était à 10, vous diriez que maintenant c'est à combien? La réponse, 3. Très bien. Restez avec ça. Avec cette alternance de questions, le patient finit par cesser la comparaison avec les sensations antérieures, ce qui l'empêche de vivre la situation au présent, et fait maintenant une description en termes d'état. C'est comment maintenant à l'intérieur? C'est calme. Description d'état. Sur l'échelle de 0 à 10, c'est à combien maintenant? 0. Très bien. Restez comme ça et laissez venir l'image ou bien la pensée, important, de chaque peur intense que vous avez connue jusque-là. On commence à faire le pont, injecter la ressource. De la même façon que tout ce que vous craignez d'avoir à travers, c'est ultérieurement. Vous n'avez pas à m'en parler. Alors allez-y. C'est là que c'est possible parce que l'alliance est très forte. Pendant quelques minutes, la patiente semble un peu troublée. Par moments, sa respiration est plus saccadée. J'observe quelques petits mouvements saccadés des épaules. Rapidement, tout ce désordre apparent semble s'apaiser. Ce n'est que lorsque j'ai observé que sa respiration devenait pleine et entière, lente, allant du pubis à la mâchoire, que je lui demande: combien sur l'échelle maintenant? 0. Elle sourit. Peut-être pense-t-elle à ce qu'elle a traversé. Réellement, est-ce que je dois comprendre que maintenant, vous pouvez voir toutes les araignées, même les pires, les poilues ou les plus venimeuses? Oui. J'imagine que pour vous, c'est déjà un grand changement. Est-ce que vous vous proposiez de faire, qu'est-ce que vous proposez de faire pour vérifier que c'est un vrai changement? Vous voyez, la discussion est très minimaliste, mais d'un côté très opérationnel. Alors, je me permets de vous confier aussi un de mes cas cliniques en témoignage de l'intérêt d'utiliser cet outil pour moi. Voilà, c'est une patiente de 40 ans. Elle vient en consultation pour apprendre de l'auto-hypnose et apaiser son anxiété. Elle marche avec difficulté. Non, elle marche assez difficilement avec deux béquilles. Suite à un accident de ski à l'âge de 20 ans qui a entraîné une paraplégie, donc une paralysie des membres inférieurs.
Elle sait pratiquer de l'auto-hypnose pour ses injections très douloureuses de Botox dans la vessie. Elle souffre également des fuites fécales rares mais très anxiogènes. Sa vie personnelle est marquée par la réussite d'avoir deux enfants, mais une séparation du père des enfants. Sur le plan professionnel, un malaise se dégage car elle a été fauchée en plein vol dans ses études universitaires, qu'elle a réussi par finir, mais une frustration se dégage dans tous les postes de travail qu'elle occupe. Elle dit que le chapitre de l'accident est fermé et qu'elle est résiliée et reconnaissante de pouvoir marcher. Elle a mobilisé des énormes ressources qui ont surpris même le corps médical. À mon invitation, elle raconte son accident calmement et sans émotion. Elle ne voulait pas aller au ski cette année-là, car elle voulait réviser ses examens. Son père a insisté, elle a cédé. Elle, elle a voulu aller en ski, rencontrer des amis dans une autre vallée. Ses parents ne voulaient pas, car c'était dangereux, mais là, elle n'a pas cédé à la pression. Et l'accident a eu lieu. Finalement, vous ne vouliez pas être là. Ça, c'est mes propos. Finalement, vous ne vouliez pas être là. C'est injuste, n'est-ce pas, ce qui vous est arrivé? On vous a fauché en plein vol. C'est une flèche du pire. Les pleurs arrivent. C'est comment, dans votre corps maintenant, que vous revoyez cette situation? J'ai un énorme nœud dans l'estomac. Sur une échelle de 10, il est à combien maintenant? Il est à 8. Si je comprends bien, en plus de ce que vous avez à gérer dans votre situation, il y a aussi ce nœud d'injustice caché au plus profond de votre être et de votre corps. Elle hoche la tête. Dans un premier temps, si nous arrivons à faire disparaître ce nœud, est-ce que le corps serait plus calme et ce serait plus facile pour vous à gérer le reste de l'inconfort corporel? Oui. Alors, la séance commence tout naturellement. Vous êtes ici en toute sécurité. Et la partie de vous-même qui vous a toujours soutenu, cette partie intérieure, peut-elle observer cette sensation, ce nœud, telle qu'elle se présente, sans vouloir la changer, juste l'accueillir en observateur? C'est bien, comme cela. Se mettre à côté de vous pour l'observer avec curiosité. Après, il y a diverses manières, évidemment, d'accompagner pour amener la personne d'accueillir sans lutter contre la sensation. Comme par exemple, on peut, un peu comme si cette partie pouvait dire, j'observe cela, je l'accueille, je l'accepte, cette sensation avec douceur, juste la sensation, pas ce que cela veut dire. Accepter respectueusement la sensation, ça fait partie de mes sensations. Comme par exemple une mère peut accepter et accueillir son bébé qui la réveille en pleine nuit. Cette consultation précisément que je viens de vous relater a été un grand saut euh, dans le déroulement de la thérapie par la suite, car l'anxiété s'est apaisée durablement, ce qui lui a permis d'agir au niveau professionnel et personnel. Et je voudrais clôturer mon intervention sur le livre d'Alain avec les mots d'Alain Vallée. Euh, et les voici. Ernest Rossi nous rappelle qu'un symptôme est simplement un processus de guérison qui est bloqué en chemin, si bien qu'il nous suffit de favoriser la reprise du mouvement.
Ce devenir qui se bloque entraîne la souffrance. Cette perception amène le patient à fournir des efforts inefficaces dans une mauvaise direction, si bien que le processus de guérison se met en pause. Si le patient peut voir clairement son devenir à tel point qu'il devienne une forte motivation, peut-être cessera-t-il ses tentatives de solutions inefficaces. Si la souffrance peut s'apaiser au point que le patient, libre de l'émotion, puisse voir le monde tel qu'il est, peut-être sera-t-il moins tenté de poursuivre ses tentatives de solutions inefficaces et saisira-t-il mieux la capacité, non, saisira-t-il mieux la capacité d'habiter les rôles sociaux qui lui sont impartis et d'obtenir les encouragements et la reconnaissance dont il a besoin. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager au sujet de livre, l'ouvrage d'Alain Vallée et de l'hypnose de l'acceptation, que j'utilise quasiment, enfin, tous les jours. Dans une situation ou dans une autre, c'est toujours présente au sein de mon travail. Merci beaucoup Liliana pour cette intervention qui rappelle des souvenirs et forcément aussi avec beaucoup d'émotions. Tu viens de répondre à la question que j'avais moi, c'est justement dans ta pratique, voilà, est-ce que c'est souvent que tu l'utilises, tu viens d'y répondre donc, quotidiennement. Mm. C'est vrai que ce sont des interventions minimalistes, mais efficaces. Donc c'est quand même ce qu'on recherche et surtout actuellement où on doit enchaîner les consultations souvent. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants Ou des remarques. ou des remarques ou des cas aussi cliniques que vous avez pu avoir, qui vous ont posé question et voilà. Est-ce que vous avez lu le livre d'Alain Vallée? Oui. Et j'ai une question, Oui, si je oui, peux me oui. permettre, à la volée, justement. Euh, Ça concerne les addictions. Mhm. Où là, la sensation, si on ne va pas chercher plus loin, ou si on ne va pas culpabiliser, ou faire sentir la culpabilité de quelqu'un qui aurait envoyé une personne parce qu'elle est addictive à quoi que ce soit d'ailleurs, les premières sensations peut-être que la personne a envie d'exprimer, sur lesquelles on pourrait faire un focus de thérapie, ce seraient des sensations de plaisir, pourquoi pas. Et Mhm. là, dans ce cas-là, il y a, où la douleur ne se fait pas sentir, ou la gêne, ou l'anxiété, enfin, où on n'arrive pas à identifier quelque chose qui pourrait justement faire l'objet de tout ce que tu viens de nous expliquer. Et si la personne ne nous explique que le plaisir qu'elle ressent à se droguer, à boire ou à fumer, comme tu es spécialiste justement tabacologie de l'arrêt du tabac, comment on peut appliquer cette théorie de l'hypnose de l'acceptation face à un patient qui est présent et pour lequel la sensation n'est pas gênante, bien au contraire. Mhm. Bah, justement, c'est intéressant comme question. Le patient lutte-t-il contre la sensation de plaisir? Mhm. Il lutte ou pas? C'est ça la question. Ouais. Il l'apprend. Donc, s'il lutte pas, on va pas aller dans l'hypnose d'acceptation. L'hypnose d'acceptation vient lorsqu'on lutte contre quelque chose. Et là, il y a à travailler peut-être sur autre chose. Contre quoi il lutte? Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'il tournerait le dos à un plaisir? Il n'est pas maso quand même. Mhm. Donc, euh, aller vers amplifier ou accepter le plaisir, bah, j'y vois pas très bien. Moi, ce que je crée une tension, une mise en conflit des valeurs personnelles
de la personne par le fait d'accepter le plaisir. Et quand cette mise en conflit est suffisamment inconfortable, bah, à ce moment-là, on va travailler sur euh, ce qui lui est nécessaire pour que la tension de la valeur qui est remise en question puisse s'apaiser. Et, et donc, je vais... et voilà, donc on peut créer des flèches du pire Mhm. Oui, dans ce conflit-là et pouvoir donc éventuellement travailler. Mais moi, cette mise en tension m'est nécessaire presque pour construire des métaphores pour aller dans une autre direction. Donc c'est pour cette raison que je n'utilise pas l'hypnose d'acceptation dans les addictions d'une manière systématique ou même souvent. J'ai d'autres outils hypnotiques et de thérapie qui sont plutôt dans la thérapie narrative, dans la personnification, dans l'échelle des valeurs, dans la priorisation de certaines valeurs et dans la recherche des valeurs dans le passé qui sont en lien avec ces valeurs. merci. Donc, y a-t-il? D'autres questions peut-être ou des partages d'expériences ou des remarques sur l'intervention, sur le livre d'Alain? Bon, s'il En n'y a fait, pas... tout le monde veut ta surprise, Liliana, je pense. Oui. C'est une méga surprise quand même, hein. C'est une séance d'hypnose qu'on va faire ensemble. Oh, trop bien. Pardon? Ouais, c'est génial. Je coupe mon micro du coup. Bah oui, tu coupes ton micro et je vais vous inviter à faire une auto-hypnose tout en étant guidé par moi. Une auto-hypnose d'acceptation. Et pour cela, évidemment, il nous faut un petit objectif, comme toute auto-hypnose, de, d'avoir un problème qui crée un inconfort corporel, hein. Donc, quelque chose que vous avez envie de régler, de, d'accueillir différemment, parce que ça crée encore une gêne en l'évoquant. OK? Est-ce que vous avez ça? Très bien. Oui, Virginie dit, fait un signe que oui. OK, très bien, merci. Alors, on va commencer, bien évidemment, à sentir notre installation là où on se situe et peut-être utiliser les outils hypnotiques que vous connaissez, chacun à sa manière. Peut-être sentir les points de contact du corps avec ceux qui le portent. La respiration qui permet au corps de se déposer dans son intimité et repérer comment est le corps là où il est et à chaque expiration descendre de la tête vers les orteils, des vagues de relâchement à la vitesse qui vous convient.
descendre encore et encore à chaque expiration. Se déposer avec le souffle. Car maintenant, c'est le temps du maintenant. J'invite l'observateur de vous-même, observer la respiration dans toute sa longueur, chaque instant de souffle, vous le suivez. L'invitation, c'est de suivre le souffle sans laisser d'espace d'observation. Rien ne peut s'insérer dans cette observation du souffle. C'est le moment de l'instant présent, le fait d'observer pleinement cette respiration sans interruption et d'observer comment le fait de s'installer dans le présent du souffle peut amener encore plus de calme et d'y goûter. Rien n'existe, juste ce souffle, la continuité de cette respiration. Et une autre invitation arrive. Visualisez, laissez venir l'image de ce personnage, de cette persona que vous êtes, qui raconte son histoire. Laissez venir l'image de ce personnage qui raconte son histoire et commencez à l'effacer pendant le temps de l'expérience. Oubliez le nom, oubliez le visage de ce personnage qui se raconte, l'histoire que cette persona se raconte, toutes les histoires, toutes les pensées. Effacez le tableau où c'est écrit. Juste cela. Respirez, laissez le souffle être là et laissez quelque chose qui est à l'intérieur effacer l'histoire qu'on se raconte, de mettre de côté et d'oublier ce personnage. Car lorsque ce personnage est effacé, quelque chose arrive. Découvrir ce qui est derrière ce personnage. Ce n'est pas le vide, c'est autre chose. Découvrir ce qui est derrière, quelque chose de l'ordre de la paix.
devenir la paix qui goûte ce calme. C'est quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Percevoir tout ça et rester vigilant pour continuer à effacer ce qui est à effacer pour pouvoir voir et ressentir être la paix. Goûter encore, prendre le temps et depuis la paix que vous êtes sur un écran, faire venir la situation que je souhaite apaiser. Depuis la paix, observez comme sur un écran cette situation, la scène que le personnage croit être. Et surtout, surtout la regarder à la troisième personne en observateur. La paix regarde la scène. Comme au cinéma, en spectateur, et des sensations peuvent venir dans le corps progressivement en visualisant ce film. Ces sensations, les laisser émerger sans aucune résistance, les laisser venir. Et lorsque les sensations sont là, lâchez la scène, le film, et depuis la paix, observez les sensations et juste cela. La paix que vous êtes observe les sensations, leur forme, couleur, taille, pulsation. Cette paix infinie qui est une absence de résistance laisse évoluer les sensations. La paix peut aussi prendre la tension dans les bras, l'envelopper, lui sourire. La regarder évoluer. Évoluer dans sa taille, sa forme, peut-être même se déplacer ailleurs. Et là encore, une absence totale de résistance.
Et lorsque cette tension a diminué, voire même disparu pour certains, voilà, c'est le moment de revenir de cette expérience et vous préparer à ouvrir les yeux, mais comme si c'était la paix qui regardait ce qui vous entoure. Ce regard neuf des choses telles qu'elles se présentent, comme un bébé qui ouvre les yeux et découvre le monde. Vous pouvez revenir maintenant de l'expérience en faisant ce que vous faites d'habitude, prendre des grandes inspirations, vous étirer et de nous faire un petit signe si vous êtes de retour. Parce que c'est pas évident quand on est en ligne comme ça. Est-ce que tout le monde est revenu? Vous pouvez ouvrir vos micros. Merci Liliana pour ce cadeau. Je ne sais pas si c'est un cadeau, en tout cas. C'était une invitation. Est-ce que vous avez envie de, même si le temps il est déjà dépassé, mais si vous avez envie de faire un commentaire, moi je suis preneuse. J'ai une petite question à poser. Alors, moi, je suis toute nouvelle dans Ah. la découverte, du coup, peut-être que c'est une question bête, mais dans le cas où Et la c'est personne... qui parle? Je ne te vois pas. Ah, pardon, j'ai pas la caméra, désolée. Alors, c'est C'est Aude, c'est Aude. ça? C'est ça. Ok. Mais c'est Ouais. vrai qu'on ne vous voit pas. Ouais, désolée, je peux pas mettre la caméra, malheureusement. Oui, je demandais, dans le cas où la personne nous dit que peut-être la sensation ne diminue pas, Ok. est-ce que c'est parce que c'est... Enfin, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? C'est peut-être plus simple. Et tu me parles de cette expérience dernière ou en général quand on fait l'hypnose d'acceptation? Oui, peut-être quand on fait l'hypnose d'acceptation. Euh, est-ce que tu te souviens que dans le cas d'Alain Vallée, à un moment donné, la sensation a augmenté? Oui, Hein, oui, oui. par exemple. Donc, du coup, c'est excellent. On prend tout ça. C'est-à-dire que si ça bouge dans un sens, ça veut dire implicitement que ça peut bouger aussi dans l'autre sens. D'accord. Il suffit de contenir vraiment la personne dans une relation de sécurité, parce que en fait, c'est ce que la personne appréhende, que ça augmente si je l'accepte. Et justement, c'est une expérience très utile à faire. D'accord. Tout en, même si elle augmente, je l'accepte. Et là, du coup, quand sort de la lutte, la sensation peut évoluer. Elle peut faire son chemin naturel. Parce que les émotions et les sensations, donc en lien avec les émotions, sont là juste pour nous signaler quelque chose. Elles augmentent, elles accroissent et après elles diminuent. C'est l'évolution normale de toute sensation. Une sensation ne doit pas durer plus de 45 secondes. C'est le maximum. Par contre, par l'effort de lutter contre,
on la maintient. On se focalise et on arrive même à faire une hypnose, une auto-hypnose négative. Donc, c'est ça le succès de la méthode, c'est de permettre aux gens de découvrir que l'acceptation, non seulement ça permet d'amener l'information dans le corps du déséquilibre provoqué par l'émotion, et ainsi le corps peut mobiliser de ressources parce qu'il est informé, mais ça permet également de faire une expérience correctrice, et parce que tout ce qui est traversé avec succès devient une ressource. D'accord. Donc, par exemple, la personne, si on fait l'échelle de 1 à 10, par exemple, voilà, quelle est l'intensité, Oui, ça reste assez élevé plusieurs fois. Ça veut dire qu'il faut persister oui, jusqu'à ce que, oui, oui, en fait, oui. on lâche pas. Par contre, si le chiffre est haut, c'est elle est pas encore, elle n'a pas encore saisi la posture d'acceptation. D'accord. Donc, tu dois venir avec ton soutien, ta présence et avec des phrases qui lui permettent de saisir quelle est la posture à prendre. D'accord. Moi, petit à petit, au fil de mes expériences, j'ai construit mes propres phrases pour expliciter cela. Mhm. Et puis, en même temps, tu vois, tu es mise à l'épreuve. C'est-à-dire que toi-même, tu dois accepter ça. Ouais. Et en l'acceptant, tu fais effet miroir, neurone en miroir. Hmm. Et D'accord. tu lui montres la direction à prendre. Ouais, j'ai pas vu ça comme ça. D'accord. Et ça m'est jamais, jamais arrivé de laisser la personne en émotion haute et de créer une appréhension. D'accord. Si je peux me permettre, c'est aussi ce qu'on apprend en hypnose, en fait, d'accepter ce que le patient amène. Oui, Parce que cette technique, elle semble minimaliste, mais elle n'est effectivement, c'est de ne pas lâcher et de ne pas se sentir déstabilisé s'il n'y a pas l'attendu, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il faut pas lâcher et puis accepter effectivement ce que le patient amène. Si ça augmente, c'est bien aussi. Voilà. Et travailler avec ça. Mais c'est vrai que c'est déroutant les premières fois, je pense. Oui, oui, oui. Donc, en fin de compte, c'est assez subtil parce qu'on devient, la ressource, c'est l'acceptation. Mhm. La ressource qui émerge, je deviens acteur de ma capacité d'accepter. Et là, ça devient une ressource. Donc, en se plaçant en position d'observateur, je deviens acteur. Je suis agissant. Mhm. Je ne sais pas si tu saisis la nuance. Ouais, je comprends très bien. C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Merci pour ta question, Aude. Et Liliana, si je peux me permettre, si on fait un pont avec la formation qu'on a eue également d'un des membres de la REPTA, j'ai oublié son nom, psychiatre, qui nous a fait une formation sur l'autocompassion, Oui. sur lequel on a rebondi avec le livre de Christophe Germer, Oui. L'autocompassion. Ça doit être Pascal, Enaf. Pascal Ouais, Lénaf, je crois. Oui. Enaf, oui, Pascal. Et en fait, dans la continuité, il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre, bien au contraire, parce que là, ce serait une auto-hypnose, mais beaucoup plus forte, enrichie et approfondie, et dans l'acceptation aussi. Alors lui, il enrichit avec quelques mots. Je voulais savoir si tu avais une contradiction avec ça. Il va te dire que cette sensation, je vous propose de la reconnaître. Je vous propose, Oui. ce sont des mots qui enrichissent un petit peu le discours, de l'accueillir, Mhm. de l'accepter, bien sûr, et puis dans un Enveloppé. stade, l'envelopper, dans un stade plus Bon. ultime, voilà. Et il disait même, là, quand on arrive au nirvana, c'est même à l'aimer, Et oui. dans cette sensation d'existentialisme. Là, on est sur Sartre, mais vraiment, à partir de ce moment-là, effectivement, moi, ça rejoint le travail que tu nous as fait faire ce soir. Ok. Merci pour ton commentaire. Bon.
qu'il est l'heure, un peu dépassée, mais c'est Merci tellement beaucoup, hein. chouette qu'on serait resté encore un moment, hein. Oui, oui, bah oui, moi je suis partie, hein. C'est bon. Le dîner va attendre. Bon, Merci merci beaucoup, pour Liliana, en tout cas. Merci. Mm. Et puis, bah, alors, je vous incite à aller régulièrement sur le site de la REPTA parce que j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Il y a toutes ces visioconférences sur différents thèmes fort intéressants tous les mois, hein, Mhm. voilà. Et je crois aussi j'ai vu qu'il y avait la reprise des petits apéros dînatoires autour d'une vidéo. Voilà, donc guettez bien l'agenda. Voilà, il y a des choses intéressantes et conviviales. Et Voilà, ben, je vous remercie tous. plein d'ateliers aussi Plein proposés d'ateliers aussi, ouais. et des intervenants externes. Mm. Exactement.